Parfait, je ne refuse pas. Est-ce qu'il est refusé la possibilité de faire appel au peuple? Vous êtes le leader d'un parti politique. Non, il n'est pas refusé. Il ne peut pas être refusé d'un parti politique, même s'il est en dehors des institutions. Même s'il est en dehors des institutions, de faire ce qui est en train d'être fait par le MRC. Je ne suis pas de ce parti, mais les mots sont assez forts. Il faut dire que certes, ils ne sont pas allés aux élections, mais chacun a sa stratégie, chacun a sa méthode, chacun a sa façon de voir. Et d'ailleurs, certains camarades sont favorables à la modification de la Constitution maintenant, mais moi je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a des préalables. Il faut régler toutes les crises importantes que nous avons avant de penser à une certaine modification de la Constitution. Justement, que nous avons adressé des invitations au MRC, c'est pratiquement la même réponse. Monsieur Noaké, secrétaire général adjoint, Maître Fidèle Ndjoumbessi et les autres nous ont répondu de la même façon. La hiérarchie du parti n'autorise pas le passage des membres du MRC sur Vision 4. Mais le thème est d'actualité. Ils nous ont quand même gentiment envoyé la déclaration du président Maurice Kamto qu'on a reçue pour la parcourir et la partager, cette déclaration. Mais le débat est ouvert. L'honorable Motte, le RDPC semble indiquer dans ses différentes sorties, qui sont curieusement très longues, que le dossier, le sujet n'a pas sa place, mais on voit bien comment le RDPC se déploie pour répondre à ce qu'il considère comme un hors-sujet. C'est paradoxal, non? Parce que le monde aujourd'hui est devenu plus complexe à cause du fait que n'importe qui sur la place privée peut prendre la parole. Plus écouter des gens à un moment donné. Ça veut dire que le MRC doit assumer ses divergences et vous devez respecter ces divergences. Pas seulement ces divergences, il doit également assumer ses errements. Parce qu'effectivement, quand on est dans une république, on doit respecter les règles. La première règle, c'est qu'effectivement, quand on a dit qu'il y a un suffrage qui est organisé, on va à ce suffrage-là, avec des outils que nous connaissons, avec des règles qui sont connues de tout le monde, qui ont été acceptées par la société à un moment donné, qui peut-être à devenir majoritaire demain et à faire quelque chose de différent. L'une des règles en démocratie, honorable, c'est également qu'un parti politique aspire à accéder au pouvoir. Et la meilleure voie, effectivement, c'est de participer à une élection. Ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que le système institutionnel qui existe au Cameroun, dans sa présentation constitutionnelle, est une démocratie représentative. Il y a à la fois démocratie et il y a représentative. Ça veut dire que la crédibilité politique dans ce système est liée à la capacité de s'inscrire dans les institutions représentatives aux différents niveaux, dans les conseils municipaux, demain les conseils régionaux, au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, et pour un certain nombre de citoyens qui sont candidats, essayer d'être élus comme président de la République. Le système politique camerounais n'est pas une oclocratie. C'est quoi une oclocratie? C'est le gouvernement de la foule. La démocratie, ce n'est pas l'oclocratie. La démocratie, dans sa présentation moderne, est liée à ce que les spécialistes appellent le gouvernement représentatif. Bien entendu, pour corriger les imperfections du gouvernement représentatif, on a introduit dans une certaine mesure ce qu'on appelle la démocratie participative, qui se manifeste notamment dans certains pays, par le recours au référendum. Et le référendum, dans certains cas, c'est très avancé, le référendum d'initiative populaire. À partir de ce moment, une formation qui choisit de s'exclure du jeu de la représentation n'a qu'à se plaindre d'elle-même. Dans la structure institutionnelle, il est évident que dans ces conditions, elle est appelée à être périphérique et ne va donc pas se retrouver dans les lieux légitimes où se discutent donc les orientations institutionnelles. Un parti politique qui n'a pas de représentation dans un système représentatif a une crédibilité très limitée, pour ne pas dire une crédibilité inexistante. Parce que la démocratie représentative n'est pas non plus la doxocratie, c'est-à-dire le gouvernement de l'opinion. Bien entendu, avec la complexification des rapports sociaux,
dans les systèmes industrialisés, le gouvernement de l'opinion est devenu une préoccupation. Mais c'est une préoccupation qui peut détruire l'appareil démocratique. Ce n'est pas l'opinion qui doit gouverner dans une démocratie représentative. Ce sont les représentants. Tant qu'on n'a pas changé ça, les choses ne peuvent pas fonctionner. Maintenant, pour en venir au leader du MRC, comme a dit un de ses aînés, le problème c'est que le politicien a déshabillé l'agrégé. On ne peut pas comprendre qu'éminent constitutionnaliste, avec la position qu'il a adoptée au sujet de l'élection présidentielle 2004, qu'en 2018 les choses aient changé. Et on comprend donc que cela relève de l'opportunisme personnel. Un constitutionnaliste ne peut pas utiliser le discours que j'entends sur président élu, alors que les instances compétentes ne l'ont pas désigné. Il peut protester sur le mécanisme de désignation. Il est légitime en ce cas, mais il ne peut pas se désigner comme président élu. Non, moi je crois que les gens ne comprennent pas bien M. Kamto. M. Kamto est cohérent dans sa logique. Il est cohérent du début jusqu'à la fin sur sa logique de rotation tribale du pouvoir. Et donc lorsqu'il parle, qu'est-ce que quand M. Kamto parle? Il veut dire que aux prochaines élections, si le pouvoir est gagné par un nordiste, ce sera le gré à gré. Si le pouvoir est gagné par un écan, ce sera le gré à gré. S'il est même gagné par un Bassa ou un Douala, ce sera le gré à gré. Pour qu'il n'y ait pas gré à gré, il faut que ce soit dans le cadre de la rotation tribale, lui. C'est clair. Permettez-moi donc de ne pas parler ici de formation politique. La modification de la Constitution dans un pays est une chose hautement sérieuse qui concerne l'ensemble des citoyens d'un pays. Il est donc important, il est nécessaire que tous les citoyens participent à ce débat qui les concerne tous. Ceci dit, la modification de la Constitution peut être une bonne chose, dès lors que cette modification est projetée pour venir résoudre un problème détecté et dont la solution est puisée dans les aspirations populaires, dans les aspirations de la majorité des citoyens dans une nation. Mais seulement, la modification peut aussi être une mauvaise chose, dès lors qu'elle est inspirée par une minorité d'individus qui ne cherchent qu'à satisfaire leurs intérêts égoïstes. Ces individus qui entendent s'approprier le Cameroun, qu'ils veulent léguer à qui ils veulent. Doucement en dehors peut-être du RDPC, chaque parti a des bases ethniques. Chaque parti est localisé. Mais les partis essayent de donner l'image transethnique des partis nationaux. Même si chacun sait très bien qu'il est d'abord de chez lui, mais il tient un discours qui déborde sa localité. Alors, le premier est avoir tenu le discours clairement tribal, c'est M. Kamto. Et il ne s'est jamais départi de ça. Ce que je veux dire, c'est que même si les autres... Au-delà du terme président du Sénat, il y a un homme. Non, c'est vrai, il y a un homme. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, je suis d'accord avec M. Sombako, le Cameroun est tellement clivé sur le plan tribal que Kamto n'est pas le seul. Moi, j'ai écouté un autre ressortissant du Grand Nord cette semaine qui décrivait, qui faisait l'arithmétique de l'élection présidentielle. Des 71%, 42 viennent du septentrion.
et qu'il était convaincu que ces 42%, ajoutés aux 15% qui sont dans le reste du Cameroun, qui viennent de nordistes également, pouvaient, à défaut de donner un président, participer à élire un président. Les propos sont de Baïro Fadil. Tout à fait. C'est du communautarisme, effectivement. C'est une réalité qu'il ne faut pas nier. Il ne faut pas qu'on se comporte comme des gens qui cassent le miroir, de tenir compte. Et je pense. Mais malgré cet accompagnement, le Cameroun enregistre quand même 313 décès. Le niveau de personnes testées jusqu'ici est relativement bas par rapport à nos voisins d'Afrique de l'Ouest ou encore ceux d'Afrique de l'Est. Comment expliquer qu'un tel accompagnement ne permette pas d'optimiser le niveau de prise en charge médicale et le niveau de recherche des cas actifs au Cameroun? Je suis absolument surpris parce que vous indiquez, parce qu'il y a au Cameroun un certain nombre de sites qui ont été créés pour accueillir les malades du Covid. Et il me semble qu'au niveau de la politique des territoires, qu'on est confié aux mairies, on est confié à un certain nombre d'acteurs locaux la possibilité d'organiser notamment les délégations départementales de la santé. Et je vous disais tantôt, à l'école et partout, on est confié des missions pour détecter les cas de Covid. C'est un travail qui, forcément, n'est pas encore optimisé, j'en conviens avec vous, mais convenez avec moi que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui demande un effort constant, un effort régulier, et dans tous les cas, avec un peu de temps, nous allons réussir à juguler ce mal. Après, vous mettez, Georges Hervé, la stratégie de riposte sanitaire mise en exécution depuis près de 3 mois, et vous la comparez à celle des autres pays africains, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, ou encore le Rwanda. Quelle est votre appréciation? Quelle évaluation faites-vous des mesures gouvernementales mises en œuvre pour faire face à cette pandémie? Au moment où nous enregistrons 313 décès des suites de Covid-19 et près de 10 100 cas guéris à l'heure actuelle. Ben, Cédric, nous avons eu le SDF a toujours eu à critiquer les méthodes gouvernementales. Parce que je dois dire que les Camerounais se battent pour ne pas mourir de Covid-19. Les Camerounais se battent vraiment. Ce n'est pas trop par la force du gouvernement. Au début de cette crise, nous l'avons dit, des mesures appropriées n'ont pas été prises pour éviter qu'on arrive à la catastrophe que nous connaissons maintenant, à savoir qu'on a déjà enregistré plus de 300 morts. Dans les autres pays où les morts ont été moindres, il y a eu des mesures telles que les confinements, les vrais confinements qui ont été pris et qu'on a appliqués. Au Cameroun, on n'a jamais confiné une seule ville. Et puis quand vous regardez les statistiques du ministre de la Santé, nous aurions bien voulu que le ministre de la Santé étale ces statistiques par région. On doit savoir dans telle région il y a tel nombre de cas, dans telle région il y a tel nombre de cas. Et quand on connaît ça, ça permet de confiner pour limiter. On n'a jamais pris de décision de confinement. Et bien plus, les mesures barrières que le gouvernement a énoncées, qui étaient, somme toute, des mesures efficaces, le gouvernement n'a pris aucune mesure de contrainte. Je dois rappeler que seul le gouvernement a la force publique qui soigne. Nous serions attendus à ce que le gouvernement mette ce remède à l'épreuve. Si le gouvernement prend 10 malades qui sont contaminés, leur donne le remède de Monseigneur Cléda et voit qu'il le soigne, que ces 10 malades sont guéris, il appartient au gouvernement de dire j'ai la solution et de l'appliquer massivement aux Camerounais. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? On a organisé une rencontre entre le ministre de la Santé, Monseigneur Cléda. Le ministre de la Santé a annoncé qu'il a mis des scientifiques à la disposition de Monseigneur Cléda, qui sont juste venus prendre des informations qui sont reparties. Il a même rencontré le Premier ministre. Au jour d'aujourd'hui, on est sans suite. Les structures sont engorgées. Avec le Covid, les structures sont engorgées. Donc, il y a une stratégie qui est mise en place et je suis content que mon confrère, qui est par ailleurs un élu, je tiens à le féliciter pour son élection, je suis content qu'il ait enfin évoqué le rôle du développement par les territoires, notamment le rôle des mairies.
lorsqu'il y a un problème comme celui du Covid, Monsieur Noufeli, ce n'est pas un problème qui concerne le gouvernement seul. C'est un problème camerounais, c'est un problème national qui interpelle toute la communauté nationale. Et dessus, j'ai envie de dire à mon excellent aîné formateur que vous avez dit tantôt que qu'est-ce que l'État de nos médecins. Mais, chers confrères, les médecins là sont le produit de l'État. Ils ont bénéficié de notre système scolaire. Ils ont bénéficié de notre système sanitaire. Oui, ils ont bénéficié de notre système sécuritaire. C'est-à-dire notre pays. Le pays leur a donné une formation. On est dans une crise. On est au moment où ils doivent restituer. Même si je peux comprendre qu'ils revendiquent. Mais ils doivent restituer à l'État ce qu'ils ont reçu. Est-ce que les méthodes de travail du gouvernement et du président de la République sont convaincantes pour vous, Pierre-Emmanuel? Mon feu père avait l'habitude de me dire que il m'appelait Ataman. Chez nous, de Bassa, Ataman veut dire mon père. Mon feu père avait l'habitude de me dire que Ataman, il faut avoir honte de dire des mensonges en public. C'est malheureux d'entendre ça de la bouche d'un avocat qui dit à Mondo Vision que nous sommes en démocratie au Cameroun. Nous ne sommes pas en démocratie au Cameroun. Je pèse mes mots. Le principe de séparation de pouvoir entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif voudrait que la justice soit libre au Cameroun. Mais tout le monde le sait que dans la pratique, la justice n'est pas libre dans ce pays. On n'a qu'à voir les procédures d'arrestation qui sont toujours initiées par l'exécutif. Il n'y a pas de respect des libertés de l'homme au Cameroun, des droits de l'homme au Cameroun. Ce n'est pas moi ou le MRC qui avions fait le dernier rapport des États-Unis sur le non-respect des droits de l'homme au Cameroun. Le Cameroun a tellement reculé. 30 ans après avoir voté les lois sur les libertés d'expression et d'association. Emmanuel Edmond Kamdiassu, ce débat autour de la méthode de travail gouvernementale pour faire face à la pandémie du Covid-19. Dans les rangs du RDPC, on estime qu'il y a une responsabilité individuelle qui est importante et que le gouvernement a tout fait jusqu'ici pour contenir la pandémie. De l'autre côté, l'opposition critique cette méthode, estimant qu'il y a beaucoup d'incohérences et un manque de volonté politique pour soutenir les initiatives locales en matière de traitement. Quel est votre regard sur ce sujet? D'abord, il faut dire que les observations, les critiques qui sont formulées contre les actions ou la méthode gouvernementale de riposte contre le Covid-19 sont fondées. Et ensuite, je voudrais dire à Maître Georges Teghem, qui davantage met l'accent sur les initiatives individuelles que sur la responsabilité du gouvernement, qu'en réalité, c'est le gouvernement de la République qui est responsable de la santé publique. La santé publique a pour patron, c'est-à-dire que celui qui se charge de la santé publique, c'est le gouvernement de la République. Ce ne sont pas les citoyens qui sont chargés de la santé publique. Ça, il faut le noter et le dire avec force. Les initiatives individuelles ne font qu'accompagner l'action gouvernementale qui est menée. Et quand elle est bien menée, les initiatives individuelles accompagnent de manière efficace cette action-là. Mais malheureusement, on est dans une situation où on s'interroge sur l'efficacité de la méthode gouvernementale dans la stratégie de riposte. Et on a vu au début de cette émission, on a fait un peu la comparaison avec certains pays d'Afrique de l'Ouest, francophones comme anglophones, de même niveau de développement et qui ont presque les mêmes structures sanitaires que le Cameroun, que ailleurs, il y a moins de décès. Chez nous, alors qu'on se serait attendu que nous allions un peu comme les autres sur les mêmes bases, mais nous avons plus de décès, sinon 2 fois plus de décès. Cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne marche pas. La situation n'est pas maîtrisée. C'est sur la gratuité du dépistage et du protocole de prise en charge. Le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, l'a rappelé. Pourtant, de nombreux Camerounais continuent de payer pour avoir accès à ce dépistage dans certaines formations sanitaires publiques. Quel problème cela pose entre l'annonce de la gratuité des tests et du protocole de prise en charge et le quotidien des Camerounais qui, dans certaines formations sanitaires, sont contraints de payer pour avoir accès à ces soins spécifiques concernant la pandémie du Covid-19? Malheureusement, cela fait partie des critiques et des observations qui sont souvent formulées à travers ce que j'appellerais les effets d'annonce. On annonce quelque chose, mais on ne veille pas au suivi
de l'application de la mesure. Voilà ce qui se passe. Le gouvernement, à travers le Premier ministre ou son ministre de la Santé, dit que ces examens-là seront gratuits. Mais rien n'est fait au niveau des hôpitaux pour s'assurer qu'effectivement c'est gratuit. Seuls 4 pays africains ont été retenus, parmi lesquels le Rwanda, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Le Cameroun n'en fait pas partie pour la première liste de ces 4 pays africains dont les ressortissants seront autorisés à fouler le sol européen dès le 1er juillet 2020. Comment vous réagissez suite à ces critères qui s'appuient sur la progression de la pandémie de Covid-19 dans les pays africains? Je crois qu'il s'agit là de la sanction de la stratégie gouvernementale par rapport à la lutte sur le Covid-19. L'Union européenne sanctionne le Cameroun pour dire que votre stratégie n'est pas efficace. Vos citoyens ne peuvent pas encore venir au Cameroun. Et je crois... Quand vous me dites ensuite, si aujourd'hui, il y a certaines personnes qui utilisent le protocole de M. Samuel Keda, c'est que le gouvernement tolère. Et c'est sa façon de participer. Un tweet, il y a près de 48 heures, du professeur Maurice Kamto, président du MRC, qui estime qu'il faut une action internationale. Elle est urgente, dit-il, pour mettre un terme à la tragédie et l'inhumanité en cours dans les régions anglophones. Et dans son tweet, il s'interroge sur le rôle que devrait jouer la France au Conseil de sécurité des Nations Unies afin de mettre un terme à cette tragédie. 9 mois après le grand dialogue national, qui était d'ailleurs un monologue, un dialogue national, on constate que les crépitements d'armes continuent à sévir dans les zones, dans la zone du Nozo. On constate que les enlèvements se multiplient, les assassinats, même des élus, comme le maire de Manfé, des tragédies comme celle de Ngarbou continuent à se vivre dans ces zones-là. Donc l'escalade de la violence a atteint son degré ultime. Les autres juridictions ont été incendiées. Les tribunaux, les prisons, les domiciles des magistrats, etc. Et c'est très insécurisant pour un magistrat de s'hasarder dans ces zones-là. Il risque d'être kidnappé et même d'être tué. C'est la situation actuelle. Circuler hors de Bamenda est toujours aussi dangereux qu'il a été en 2018-2017. Si vous remontez dans le sud-ouest, en dehors du département de Fako, où il y a un relatif calme, vous ne pouvez pas partir de Boya à Kumba en sécurité. Ce n'est pas possible. Sont de leur temps et mesure. Le président Paul Biya, c'est un monsieur qui communique. Mais il a une communication très diplomatique et très politique. Je vous dis pourquoi. Quand M. Paul Tasson, nous savons d'ailleurs qu'il a Bamenda, Bamenda sent depuis tout ce temps-là, avec une poitrine bombée de gilets pare-balles. Lorsque M. Paul Tasson arrive ou arriverait dans une ville comme Batibo, qui est déserte, dont l'élu n'a pas pu être inhumé là-bas, une ville où tout le monde est parti au Nigeria et vers d'autres parties du Cameroun, va-t-il dialoguer avec les morts? Pourquoi le RDPC et le gouvernement sont-ils réfractaires à une réforme du système électoral consensuel, comme le recommandent à la fois ses partenaires et comme le souhaite également l'opposition camerounaise? Écoutez, le Cameroun a beaucoup à apprendre d'un pays comme la France. L'ambassadeur s'exprime, il est évident qu'en matière de processus démocratique, ils ont 200 ans de plus que nous. Donc forcément, lorsque l'ambassadeur s'exprime, le gouvernement de la République sait qu'il doit adresser le problème. Le problème du code électoral, M. Noufeli, c'est-à-dire que c'est comme dit souvent lors des débats, et c'est même le mot que vous avez employé, c'est antinomique avec la démocratie. Lorsque vous dites consensus, mais il y a toujours quelqu'un qui dira non. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? On passe au vote. Et lorsqu'on a voté, c'est le résultat du scrutin, et voilà. S'agissant, le grand frère s'appuie tout à l'heure à parler, les anglophones ne sont pas ces sujets. J'ai aimé surtout qu'ils reconnaissent, et même M. Bignam, que non, c'est un problème, il nous appartient à nous.